Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont des citoyens ordinaires sont devenus des assassins pendant la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qui pousse une personne à commettre des atrocités inimaginables, même si cela va à l'encontre de ses principes les plus fondamentaux? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette sombre transformation et les raisons complexes qui ont poussé des millions de personnes à devenir complices de l'un des chapitres les plus horribles de l'histoire. Imaginez un monde où la loyauté envers l'État et l'idéologie l'emportent sur la moralité individuelle. Comment est-il possible que des personnes qui étaient auparavant voisines et amies soient devenues les bourreaux de leur propre communauté? Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez comment des facteurs tels que la déshumanisation de l'ennemi, la pression sociale et l'impact de la guerre totale ont contribué à cette tragique métamorphose. Préparez-vous pour un voyage qui non seulement révélera les horreurs de la guerre, mais nous amènera également à réfléchir sur ce que cela signifie pour l'humanité aujourd'hui. Vous vous demanderez, pourrais-je être l'une de ces personnes? Comment les choix d'aujourd'hui peuvent-ils façonner le monde de demain? Ensemble, démêlons ces mystères et comprenons comment l'histoire peut nous apprendre à éviter de répéter les erreurs du passé. Restez avec nous. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous déjà à la chaîne. Mais avant, dites-nous de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo. Laissez votre réponse dans les commentaires. La Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu entre 1939 et 1945, a été l'un des plus grands et des plus dévastateurs conflits de l'histoire. Cet événement, qui a impliqué des dizaines de pays, ne s'est pas limité aux combats militaires, mais a profondément affecté la vie des civils, modifiant complètement la nature de la violence et du meurtre à une échelle jamais vue auparavant. Pendant cette période, de nombreux citoyens ordinaires se sont retrouvés impliqués dans des actes de brutalité et de violence extrême, se transformant souvent, pour diverses raisons, en assassins. Comment cela a-t-il été possible? Le phénomène de citoyens ordinaires devenant agents de mort et de destruction durant la Seconde Guerre mondiale est un sujet complexe, qui englobe à la fois la propagande idéologique et les conditions extrêmes créées par la guerre. La propagande a été un outil puissant utilisé par les régimes totalitaires, comme le nazisme et le fascisme, pour déshumaniser leurs ennemis et justifier des actes de violence à grande échelle. En Allemagne nazie, le régime d'Adolf Hitler a utilisé une stratégie de propagande extrêmement efficace, contrôlant tous les moyens de communication et orientant son message pour transformer les Juifs, les Roms et d'autres groupes en ennemis de l'État et de la race aryenne. À travers des films, des affiches, des discours et des publications, le régime n'a pas seulement diffusé des mensonges sur ces groupes, mais les a présentés comme des vermines, des fléaux, voire des maladies sociales qui devaient être éradiquées pour protéger la pureté de la nation. L'idée d'un ennemi intérieur était constamment alimentée, faisant de ces individus des cibles faciles de violence pour tout citoyen. De plus, le concept même d'hygiène raciale, que Hitler a propagé, légitimait l'idée que tuer était une action nécessaire pour le bien de la société. Cet environnement de déshumanisation a fait en sorte que de nombreux citoyens ordinaires, initialement éloignés des brutalités de la guerre, acceptaient et participaient même à des actes de génocide sans se poser de questions. En déshumanisant l'autre, il devenait plus facile de commettre des massacres sans ressentir le poids de la culpabilité ou de la honte. Des individus qui n'avaient jamais envisagé la violence comme une option ont progressivement été convaincus que leurs actions étaient justes et nécessaires pour le bien commun. La propagande a également accentué la peur, le régime créant la narration que ces groupes représentaient une menace existentielle pour la nation. En Union soviétique, sous le régime de Joseph Staline, la propagande a également joué un rôle central dans le maintien du contrôle et la justification des assassinats de masse. Staline a utilisé la répression politique comme un outil pour éliminer toute opposition potentielle au régime. Les ennemis du peuple, comme étaient appelés les prétendus traîtres et opposants, étaient souvent présentés comme des saboteurs et des agents étrangers. La paranoïa générée par ces campagnes idéologiques a poussé de nombreux citoyens soviétiques à dénoncer leurs voisins, amis et familles, et même à participer à des exécutions. La confiance dans le gouvernement et la croyance en la justesse de la cause soviétique ont convaincu beaucoup qu'ils accomplissaient un devoir patriotique. La propagande ne se limita pas uniquement au régime totalitaire. Pendant la guerre, les Alliés ont également utilisé des campagnes de désinformation pour diaboliser l'ennemi. Dans le cas des États-Unis et du Royaume-Uni, les campagnes de propagande contre les Japonais et les Allemands présentaient ces populations comme barbares et inhumaines, en utilisant des stéréotypes raciaux et culturels pour justifier l'usage de la force extrême. Dans de nombreux cas, l'idée de guerre juste a été nourrie par la notion que l'ennemi était, d'une certaine manière, inférieur ou menaçant pour la civilisation. La propagande de guerre a contribué à créer un environnement où des citoyens ordinaires, qui auparavant auraient pu être pacifistes ou neutres,
en sont venus à considérer la violence comme nécessaire et même souhaitable. En plus de répandre des mensonges, la propagande a été utilisée de manière stratégique pour créer un sentiment d'appartenance et d'unité. Les citoyens n'étaient plus seulement des soldats ou des travailleurs, mais des membres d'une grande cause. La transformation de la haine en un outil politique et militaire a été essentielle pour amener des citoyens ordinaires à se livrer à des actes de violence. La propagande ne se contentait pas de justifier la violence, mais encourageait aussi la mobilisation totale, où tout le monde, y compris les civils, était appelé à participer à l'effort de guerre d'une manière ou d'une autre, souvent à travers des actes d'agression directe. La militarisation de diverses sociétés pendant la Deuxième Guerre mondiale a été un facteur central dans la transformation des civils en assassins. Les régimes totalitaires, comme le nazisme et le fascisme, cherchaient à intégrer la société dans leur machine de guerre. En Allemagne, par exemple, le régime nazi a créé un système d'éducation et de formation qui encourageait le patriotisme exacerbé et l'obéissance aveugle à l'autorité. L'objectif était de créer une génération entière de citoyens prêts à tuer ou mourir pour la cause, indépendamment des conséquences morales de leurs actions. Dès leur plus jeune âge, les enfants étaient formés pour devenir des soldats, tandis que les adultes étaient constamment mobilisés pour les champs de bataille ou pour des fonctions de soutien au régime. Ce processus de militarisation ne se limitait pas aux armées formelles. La société allemande a été transformée en une extension de la machine militaire, et chacun était encouragé à adopter une mentalité de combat. Des programmes comme les jeunesses hitlériennes et le travail forcé dans les usines d'armement impliquaient autant les hommes que les femmes et les enfants, qui en venaient à vivre dans un environnement où la violence et la guerre devenaient des éléments centraux de la vie quotidienne. L'invasion des pays voisins et la propagande constante alimentaient un sentiment d'urgence, faisant en sorte que l'idée de combattre et de tuer était perçue comme noble et nécessaire pour assurer la survie du peuple supérieur et de l'État. Avec la mobilisation des masses, les citoyens ont commencé à se voir non plus comme des individus, mais comme des parties d'un corps collectif qui devait se sacrifier pour le bien commun. Ce processus a rendu les massacres de grande envergure, comme ceux perpétrés par les Einsatzgruppen, plus faciles à exécuter. Les membres de ces unités d'extermination n'étaient pas des soldats d'élite, mais des citoyens ordinaires, y compris des travailleurs et des professionnels de la classe moyenne, qui étaient instruits à suivre les ordres sans poser de questions. La dépersonnalisation de l'ennemi et la nature de la guerre totale, où même les civils étaient considérés comme des cibles valides, ont fait que beaucoup se sentaient justifiés de commettre des crimes odieux. Dans les pays alliés, notamment aux États-Unis, le processus de militarisation était également évident. La création d'une armée de masse et l'exaltation continue des valeurs nationales ont fait que la violence contre les ennemis de la guerre était acceptable, souvent traitée comme une extension du patriotisme. L'entraînement militaire américain, axé sur la discipline, l'obéissance et l'efficacité, préparait les soldats à voir l'ennemi comme une menace à éliminer à tout prix. Cela s'est reflété dans les campagnes militaires, où les soldats étaient souvent encouragés à commettre des atrocités au nom de la liberté et de la justice. La militarisation a également eu un impact profond sur la vie des civils dans les pays occupés. Dans des lieux comme la France, la Pologne et les Pays-Bas, les citoyens ont été contraints de s'adapter rapidement à une société en guerre, où la violence était omniprésente. La collaboration avec les envahisseurs n'était pas seulement un moyen de survie, mais souvent un impératif moral, dépendant de l'idéologie de chaque occupant. Dans certains cas, les civils se retrouvaient forcés de prendre des mesures violentes contre leurs propres compatriotes pour assurer leur sécurité, devenant ainsi des agents de la guerre. Les Einsatzgruppen, ou unités mobiles d'extermination, représentaient l'une des manifestations les plus brutales de la transformation de citoyens ordinaires en assassins. Ces unités étaient formées pour suivre l'armée allemande dans ses invasions de pays comme l'Union soviétique et la Pologne, dans le but d'éliminer des populations entières. Dans de nombreux cas, les troupes d'occupation ne comptaient pas uniquement des soldats professionnels, mais également des civils recrutés de diverses régions d'Allemagne et des territoires occupés, qui, sous ordre direct, participaient activement au massacre. Ces civils étaient des instituteurs, des travailleurs, des agriculteurs et des professionnels d'autres domaines, recrutés pour exécuter des assassinats de masse, notamment contre des juifs, des prisonniers de guerre et des opposants politiques. Les membres des Einsatzgruppen étaient soigneusement formés pour voir leurs victimes comme des ennemis du peuple et de l'État. Souvent, ils étaient amenés à croire qu'ils protégeaient leur famille et la civilisation contre une menace immense, ce qui rendait la violence plus facile à exécuter. Les exécutions étaient fréquemment menées par fusillade de masse, où les victimes étaient conduites vers des fosses communes et, dans certains cas, forcées à creuser leur propre tombe avant d'être tuées. Le concept de guerre totale, excluant toute limite éthique ou morale,
fut vitale pour que des civils ordinaires puissent commettre ces atrocités sans remords. L'implication de civils dans ces massacres a été facilitée par la création d'une culture militarisée qui ne laissait aucun espace pour le questionnement. L'obéissance aveugle aux ordres supérieurs et l'utilisation de la répression psychologique ont aidé à convaincre ces individus que ce qu'ils faisaient était nécessaire et moralement acceptable. Pour beaucoup, la participation aux tueries devint une manière de montrer leur loyauté envers le régime, et la pression de leurs collègues jouait souvent un rôle crucial dans leur décision de participer à de tels actes. Cette dynamique créa un cycle de violence qui se perpétuait, alors que de plus en plus d'individus devenaient complices d'un système exigeant une conformité totale. Au-delà des Einsatzgruppen, l'utilisation des camps de concentration et d'extermination, tels qu'Auschwitz et Treblinka, impliquait la participation d'une large gamme de civils, y compris des ingénieurs, des travailleurs et même des médecins. Ces individus étaient mobilisés pour développer et maintenir le système d'extermination, justifiant souvent leurs actions sous l'égide de l'obligation professionnelle. Le système était si efficace que beaucoup de ceux qui en faisaient partie ne remettaient jamais en question la moralité de leurs fonctions. La banalité du mal, comme l'a observé la philosophe Hannah Arendt, décrit comment la conformité et la bureaucratie peuvent amener des personnes ordinaires à commettre des atrocités sans réflexion critique. Les conséquences de ces actions ne se limitaient pas aux victimes directes, la société dans son ensemble fut affectée. Les civils devenus assassins vivaient souvent avec la culpabilité et la stigmatisation de leurs actes, créant un environnement de déni et de répression. Beaucoup tentèrent de justifier leur participation ou de taire leurs souvenirs, tandis que d'autres devinrent défenseurs du régime, cherchant à effacer les traces de leurs atrocités. Ainsi, le récit de la guerre n'impliquait pas seulement les soldats en première ligne, mais aussi ceux qui, à l'ombre de la guerre et de l'idéologie, devinrent des assassins. La Seconde Guerre mondiale ne transforma pas seulement des citoyens ordinaires en assassins, elle créa également une profonde crise morale et identitaire pour ceux qui furent impliqués. Pour beaucoup, la guerre défia des croyances profondément ancrées sur la moralité et l'humanité. Des citoyens qui, avant la guerre, se considéraient comme des individus éthiques et respectables, se retrouvaient souvent dans des situations où leurs actions violaient tous les principes qu'ils avaient auparavant valorisés. Le conflit intérieur entre la loyauté envers l'État et la conscience morale était intense, amenant beaucoup à justifier leurs actions de manière complexe et parfois déformée. Pour les soldats, cette crise d'identité était souvent exacerbée par l'expérience du combat. Beaucoup d'hommes envoyés pour combattre dans des batailles horribles ont été témoins et ont participé à des actes qui défiaient leur propre compréhension de l'humanité. Le traumatisme émotionnel résultant de la guerre, y compris ce que nous appelons aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique, TSPT, est devenu courant chez ceux qui ont commis ou assisté à des atrocités. La lutte pour survivre dans un environnement de guerre totale conduisait souvent à un état d'esprit où la violence était normalisée, créant un cycle vicieux de brutalité et de déshumanisation qui rendait de plus en plus difficile pour les individus de maintenir leur intégrité morale. La dépersonnalisation de l'ennemi, qui a été encouragée par la propagande, a également eu un impact significatif sur l'identité morale des citoyens ordinaires. Le portrait des Juifs, des Tziganes et d'autres groupes comme des ennemis ou des nuisibles a conduit beaucoup à se sentir justifiés dans leurs actions, peu importe à quel point elles étaient odieuses. Ceux qui ont participé aux atrocités ont souvent tenté de rationaliser leurs actions, se convainquant qu'ils accomplissaient un devoir patriotique ou que les victimes étaient, d'une certaine manière, moins humaines. Cette rationalisation a conduit à une déconnexion entre la conscience et l'action, créant un espace où le meurtre pouvait être perçu comme une nécessité plutôt que comme un crime. De plus, la crise d'identité n'a pas seulement affecté ceux qui ont commis des actes de violence. Pour les victimes et leurs familles, l'impact de la guerre a été dévastateur. Le génocide et la persécution ont engendré un sentiment d'impuissance et une perte d'identité collective. Des communautés entières ont été démantelées, et ceux qui ont survécu ont souvent dû lutter pour retrouver leur sentiment d'identité et d'appartenance après la guerre. La désintégration de la communauté et la perte des liens sociaux signifiaient que beaucoup se sentaient aliénés dans leur propre terre, ce qui exacerbait la douleur et le traumatisme des expériences vécues. À un niveau psychologique plus large, la guerre a engendré une sorte d'amnésie collective, où des sociétés entières ont lutté pour concilier leurs actions pendant la guerre avec l'idée d'une identité nationale positive. Après la guerre, de nombreux pays ont été confrontés à un dilemme quant à la manière de gérer la mémoire des atrocités commises. La culpabilité et la honte des citoyens devenus meurtriers ont souvent conduit à un déni du passé, compliquant le processus de guérison et de réconciliation. Cette lutte continue avec la mémoire et l'identité dans un monde d'après-guerre est un thème récurrent qui résonne encore dans les sociétés contemporaines.
L'héritage de la Deuxième Guerre mondiale est un témoignage durable de la manière dont des citoyens ordinaires se sont transformés en meurtriers et de la façon dont cette transformation a affecté le monde dans les décennies qui ont suivi. Les horreurs de l'Holocauste et les atrocités commises au nom de régimes totalitaires ont laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective des sociétés. La reconnaissance de la brutalité de la guerre et de la responsabilité morale de ceux qui ont commis des atrocités sont devenus des thèmes centraux dans la construction de la narration historique de cette époque. La nécessité de faire face au passé et d'en tirer des leçons est cruciale pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir. Les discussions sur la responsabilité morale et la culpabilité ont également émergé dans l'après-guerre, conduisant à des efforts pour juger les criminels de guerre et garantir que les leçons de la guerre ne soient pas oubliées. Les procès comme ceux de Nuremberg ont représenté des tentatives significatives pour aborder la question de la culpabilité et de la responsabilité individuelle dans un contexte de crimes de masse. Cependant, l'héritage de la violence s'est étendu bien au-delà des tribunaux, influençant la politique, la culture et les relations sociales dans les décennies qui ont suivi. Beaucoup des citoyens ayant participé à la guerre n'ont pas été confrontés à la justice, et le sentiment d'impunité a peut-être contribué à la perpétuation d'idéologies extrémistes et à la réémergence de la violence politique. De plus, la manière dont la société gère la mémoire de la guerre façonne les identités nationales et la manière dont les nouvelles générations perçoivent l'histoire. L'éducation et la transmission de la mémoire sont essentielles pour éviter que l'héritage de la violence ne soit oublié. Les histoires des survivants et les récits sur la brutalité de la guerre doivent être préservés pour garantir que les générations futures comprennent la profondeur de la douleur et les leçons que l'histoire nous offre. Le défi est de créer un dialogue honnête sur le passé qui reconnaisse à la fois les victoires et les échecs de l'humanité. Dans quelle mesure pensez-vous que la responsabilité morale des citoyens ordinaires est justifiée en temps de guerre ? Laissez votre réponse dans les commentaires. En fin de compte, l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale et la transformation de citoyens ordinaires en meurtriers nous enseignent la fragilité de la moralité humaine et la capacité de déshumanisation qui peut émerger en temps de crise. L'histoire n'est pas seulement un récit de ce qui s'est passé, mais une invitation à réfléchir à ce que signifie être humain face à l'adversité. Le défi contemporain est d'éviter la répétition des erreurs du passé et de construire des sociétés qui valorisent la dignité humaine, en promouvant la paix et la justice plutôt que la violence et la brutalité. En conclusion, la transformation de citoyens ordinaires en meurtriers pendant la Deuxième Guerre mondiale n'est pas seulement une question d'histoire, mais un appel à l'action pour réfléchir aux choix que nous faisons en temps de crise. Chacun d'entre nous porte la responsabilité de veiller à ce que l'histoire ne se répète pas et que les leçons apprises soient utilisées pour bâtir un avenir plus pacifique et juste pour tous. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. Je vous y retrouve.